Ils m'ont engagé pour transporter un mort. J'ai serré sa main avant de fermer le couvercle, et cette main a répondu, pas un grand mouvement, juste un frisson, un souffle imperceptible que seuls des doigts habitués à la matière savent reconnaître. Ce petit signe m'a cloué sur place. J'ai fermé le cercueil quand même. J'ai continué le trajet. On m'a payé pour la discrétion, pas pour les questions. Je m'appelle Valdemar. J'ai conduit des corbillards depuis que j'ai appris à tenir un volant correctement, quand les mains me tremblaient encore d'enfance. Mes doigts ont des calots là où le cuir presse, et j'ai l'habitude des odeurs que personne ne remarque. Cire chaude, tissu imbibé, un parfum familier qui colle à la nuque d'un défunt. Je connais les gestes précis. La fermeture lente, la voix basse d'un prêtre, le tiroir qui s'ouvre pour recevoir les petits objets. Le métier demande respect et silence. On nous confie la dernière image d'une vie, et en échange on garde le secret des détails qui dérangent. Celui que j'ai porté ce matin s'appelait Roberto. Il avait la peau ridée par l'huile et le soleil, des mains larges, qui avaient su réparer les petites faillites du monde, un démarreur capricieux, une serrure rétive. Il n'était pas riche, mais il avait des papiers, quelques actes, une petite maison derrière l'atelier, et une Nora, Patricia. Elle est arrivée il y a quelques années. Costume net, sourire de femme sûre d'elle, carte de visite collante à la poche. Elle s'est faite passer pour la voix de la famille lorsque le téléphone a sonné et les voisins se sont présentés, et très vite elle a pris le pas. Quand il a fallu dire qui réglerait les factures, qui trierait les clés, qui déciderait de l'enterrement, c'est elle qui a parlé le plus fort. Je connaissais Roberto depuis plus de 20 ans. Il me confiait parfois les clés de son atelier et me laissait finir la nuit à nettoyer son établi parce qu'il avait confiance en mes mains. Nous avions discuté de voitures, de petits défis, des jours où la mécanique vous force à rester à genoux sous une voiture jusqu'au soleil se lève. Jamais nous n'avons parlé d'argent à part pour se partager un café. Quand il est tombé malade, ce n'était pas la maladie qui m'a surpris. C'était la rapidité avec laquelle les décisions ont été prises autour de lui. On a annoncé sa mort, on a promis un service discret, des condoléances, des selfies devant le cercueil comme si la disparition était une performance publique. Et tout cela, je l'ai regardé. Je n'avais pas le rôle d'interrompre. Le dilemme s'est posé en 2 instants. Le premier, la main qui a frissonné. Le second, la porte du salon funéraire qui s'est ouverte sur Patricia, commandant tout comme une capitaine sur un pont. Elle a signé les documents, elle a choisi la musique, elle a dit qui siégerait à la table des condoléances. Elle a regardé autour d'elle comme qui étalerait une carte et rangerait les pions. Quand elle m'a dit devant tout le monde que je n'avais rien à faire là, que ce boulot n'était plus pour les vieux, et que d'ailleurs il était temps que quelqu'un plus jeune prenne la relève, j'ai senti la colère me traverser sans s'installer. J'ai serré les poings, mais je suis resté calme. Je suis resté parce que je savais quelque chose que personne d'autre ne voyait encore. La vérité ne s'arrache pas au bruit, elle sort des papiers. Si cette histoire vous parle, abonnez-vous et dites d'où vous regardez dans les commentaires. J'ai laissé le bruit parler pour elle. La famille a pleuré, la ville a fait une ovation triste. Les voisins ont signé le livre de condoléances, et moi, j'ai conduit le corbillard sur la route que je faisais depuis des années. Route abîmée, virage à la haie blanche, le petit pont où j'ai toujours mis un genou à terre pour raccorder le silence. Le cercueil à l'arrière a tenu son secret. Le cuir de mon volant connaissait mon poids sur la pédale. Le moteur ronronnait comme un vieux chat. À l'intérieur du corbillard, sur le tissu du cercueil, quelque chose avait tremblé. La main était restée chaude un peu plus que prévu. Les gens aiment des histoires simples. Le mort, la cérémonie, l'héritage. Le monde tient sur de petites certitudes. Quand elles vacillent, chacun prend une position qui le sert. Patricia a choisi la posture de la gestion. Elle a bientôt commencé à parler d'immeubles, de ventes rapides, de comptes bancaires. Il n'avait pas d'enfants, disait-elle, ou, s'il a des volontés, elles sont anciennes. Elle a rangé des boîtes, mis une étiquette sur des armoires, et tout ce qu'elle appelait la succession a été réduit à la valeur marchande des choses, pièce par pièce, facture par facture. Ceux qui me connaissaient m'ont regardé comme on regarde quelqu'un qu'on ne comprend pas. Un survivant du service, un type qui étrangement ne voyait pas que tout était déjà plié. Il y eut des choses que j'ai acceptées sans discuter. Je n'ai pas contesté le choix de la musique.
Je n'ai pas déchiré les faire-part. Mais il y eut aussi des petites choses qui restaient, des traces, des ratures, une enveloppe glissée entre des factures, un relevé que la Nora a griffonné à la hâte, un nom effacé au tampon. Des incongruités que seules des années passées à manipuler documents et clés permettent de repérer. Je suis rentré chez moi le soir du service avec la sensation d'une bouche ouverte sur une odeur, quelque chose qui n'était pas à sa place. Les signes se sont accumulés comme la poussière sur un objet oublié. D'abord, la présence de papiers datés qui portaient des noms différents. Ensuite, des voisins qui me confiaient entre deux cafés qu'ils n'avaient pas vu d'héritier naturel, des paroles qui, au lieu de m'apaiser, ont allumé une petite lampe de prudence. Un matin, en finissant de ranger le corbillard, j'ai trouvé une enveloppe sous un coussin. Un acte de propriété plié, comme si on l'avait glissé pour qu'on ne le trouve pas. Je l'ai prise sans faire de bruit. Le papier avait la texture de ces choses sérieuses qu'on garde à l'abri. Le nom du bénéficiaire n'était pas celui qu'on me montrait à l'église. Je n'avais pas envie d'en parler dans le chaudron de la rue. La ville était petite, les gens mangeaient la nouvelle comme un plat qui revient chaque soir. J'ai emmené l'acte jusqu'à l'arrière de l'atelier où je faisais parfois des petites réparations pour des proches. Lucas, le jeune apprenti que j'avais pris sous mon aile il y a 2 ans, passait la balayeuse. Il connaissait les gestes, les clés, la bonne façon de tenir une pince. Lucas m'a regardé quand je me suis assis sur l'établi avec l'enveloppe ouverte entre les mains. Il a levé la tête, curieux, sans commentaire. J'ai dit peu. Je ne voulais pas qu'il s'inquiète. Ce n'était pas encore temps. Patricia, elle, avançait comme si la vérité était une marchandise dont elle détenait le prix. Elle a commencé à parler d'un potentiel règlement amiable, si on lui laissait faire les choses. Sa voix était assurée. Elle aimait jouer l'arbitre. Elle montrait des photos de l'appartement, griffonnait des plans de vente. Quand elle passait devant l'atelier, elle me lançait un sourire qui n'était pas pour moi, et parfois elle gardait les yeux trop longtemps sur des boîtes anciennes comme si elle cherchait une mine. Un jour, elle m'a dit, devant un parterre de voisins, « On doit tourner la page, Valdemar. Il est temps de penser au futur. » Elle disait futur comme si elle était en train de dessiner des bornes pour ses propres pas. Je me souviens d'une conversation avec le père Join juste après l'enterrement. Le prêtre m'avait dit doucement, comme à son habitude, « Il faut laisser le deuil faire son travail. » Ces mots avaient la douceur des médecins qui vous disent de ne pas tirer sur la plaie. Mais moi, le silence m'a paru parfois complice. La vérité ne se fait jamais entendre si personne n'en prend la peine. Alors j'ai commencé à prendre la peine. J'ai demandé la liste des documents déposés au salon funéraire, j'ai regardé des pages en bas de dossier, des signatures, des dates qui ne correspondaient pas. Ce n'était pas spectaculaire, c'était patient. Je me suis souvenu de petites choses. Roberto gardait la facture d'une voiture qu'il avait payée il y a 10 ans, au nom d'un cousin lointain, parce qu'il disait « on ne sait jamais ». Il avait un contrat de travail en partie libellé pour un atelier qu'il gérait avec eux. Des amis m'avaient dit qu'il avait signé un avenant à la petite compagnie locale pour que son nom reste associé au local. Ça ressemblait à un tissu où chaque fil disait quelque chose, mais où personne n'avait pris la peine de tirer sur le bon fil. Patricia, elle, ne laissait pas ces détails perturber ses plans. Pour elle, il n'y avait que la surface, le meuble brillant. Il y eut un moment, cependant, où la chose a dépassé mes soupçons pour toucher au réel étrange. Un après-midi, 2 jours après l'enterrement, alors que je rangeais des gants dans le coffre du corbillard, la radio a signalé une rumeur. On parle d'une mise en scène. Personne ne m'a cherché pour confirmer. Les rumeurs roulent plus vite que les facts. Elles se transmettent comme un radiogramme mal calibré. Elles prennent la forme que les oreilles sont prêtes à entendre. Mais une graine de doute était plantée. La main de Roberto, le déplacement des papiers, l'assurance de Patricia, tout cela commençait à former une mosaïque qu'il me fallait regarder avec d'autres yeux. J'ai commencé à parler à des témoins discrets. Madame Conception qui faisait les courses pour les familles du quartier et qui voyait tout ce qui se perdait. Jessica, la fille du café, qui garde les conversations secrètes entre 2 cappuccinos. Mike, l'homme qui tenait un dépôt de meubles et qui avait livré une armoire bizarrement scellée. Marcelo, qui connaissait la comptabilité et acceptait de me prêter un coup d'œil au livre. Tous avaient un petit morceau du puzzle. Aucun ne voyait l'image en entier.
Mais en mettant ces morceaux ensemble, une cartographie se dessinait. Ce n'était pas que des papiers divergents, c'était une intention qui avait des coins nets. Je sentais une volonté programmée, pas la détresse d'une famille en deuil, mais la détermination de quelqu'un à prendre ce qui brille. Et puis, un matin, comme si la ville elle-même prenait une pause, un voisin m'a apporté une enveloppe anonyme glissée sous ma porte. Elle contenait une copie d'une page, une clause, une signature, et un nom que je ne pensais pas trouver sur ces documents. Ce nom était celui de la personne que Patricia déclarait être étrangère à la succession. Le papier montrait qu'une partie de la propriété et certains comptes étaient au nom de Roberto, pas d'elle. Il y avait des annotations, des timbres qui semblaient authentiques. Le papier m'est tombé des mains presque comme s'il était trop lourd. Je n'ai rien dit pendant 3 jours. J'ai regardé l'enveloppe et je l'ai replacée dans le coffre du corbillard. Je savais une chose essentielle. Une preuve isolée, posée sur une table dans un salon, se transforme facilement en un objet qu'on peut ignorer. Une preuve, pour qu'elle devienne vérité visible, doit être présentée au bon moment, devant les bonnes personnes. Crier qu'on a raison au milieu de gens qui veulent vous entendre faible ne sert à rien. Pour gagner la confiance de ceux qui attendaient que je me fâche, je devais tenir le calme. Lucas me demandait parfois si j'allais me battre. Prends un tablier de colère, tu le secoues, et tout tombe. Plaisantait-il, naïf et vif. Il ne voyait pas que la colère aveugle. Il ne connaissait pas encore la sagesse qui vient avec les mains usées. Moi, j'ai choisi la route de l'attente et de la préparation, parce que je voulais que lorsqu'on ouvrirait la bouche pour défendre la vérité, ce ne soit pas un reproche contre une personne, mais un rétablissement de ce qui avait été étouffé. L'exposition devait être sous-tendue par des papiers solides et par des témoins qui avaient vu de leurs yeux. Je suis allé voir maître Mario Silva, sans le dire à Patricia. Mario est un homme sec, pas du genre à crier. Il a le front ridé par l'habitude de lire des lois et la patience d'un homme qui sait que les phrases posées par écrit ont plus de poids que les mots hurlés dans une veillée. Je suis entré dans son bureau avec 2 copies des documents que j'avais pu rassembler. Actes, relevés, cette page anonyme. Il les a feuilletés en silence, ses doigts tapotant parfois la table comme s'il calculait le rythme d'une danse. Il faut agir avec méthode, m'a-t-il dit. La vérité s'impose mieux quand elle est en ordre. Nous avons parlé stratégie. Pas pour se venger, mais pour que la justice prenne la forme d'une correction publique. Montrer les documents, rappeler les dates, inviter ceux qui avaient choisi de croire l'évidence à regarder les papiers. Pas un scandale, mais une mise en lumière. Il m'a expliqué sans détail technique qui aurait embrouillé plus qu'il n'aurait aidé, que la preuve documentaire, lorsqu'elle est présentée devant les bonnes personnes, témoins du quartier, notaires, officiers publics, avait force. Je ne voulais pas transformer mon récit en tribunal. Je voulais que la vérité circule, qu'elle reprenne sa place naturelle. Patricia sentait le monde se resserrer. Je le voyais à la façon dont elle traversait la place du marché, l'air de celle qui porte une liste d'ordres et la crainte de quelqu'un qui sait qu'on peut regarder derrière son rideau. Elle a commencé à éviter certains mugs au café. Elle a fait des offres d'achat bizarres à des voisins en essayant de racheter des éléments à bas prix, comme si elle s'affairait à nettoyer la scène. Mais dans les petites villes, nettoyer attire l'attention. Quand on raccommode trop vite, on laisse des fils pendants. La question centrale restait le même fil tissé au début. Pourquoi quelqu'un ferait-il semblant de mourir? Pourquoi accepter un cercueil, des fleurs, des larmes, pour ensuite découvrir que la mort avait été feinte? Il y a des réponses qui n'impliquent pas forcément un crime consumé. Parfois, la mort simulée est un instrument de contrôle social. Tester qui prend soin, qui reste, qui prétend être héritier. D'autres fois, c'est une erreur administrative grossière, une confusion de dossiers ou un calcul social mal maîtrisé. Dans notre cas, la possibilité d'une manipulation consciencieuse, orchestrée par celle qui avait le plus à gagner, s'installait comme hypothèse la plus plausible. Mais une hypothèse n'est rien sans papier qui la confirme. Je me suis souvenu du frisson dans la main du cercueil. Était-ce la preuve d'une vie précaire mal diagnostiquée? Était-ce un signe qu'on avait joué aux morts pour voir? Ou était-ce simplement la main d'un homme qui, même en quittant ce monde, refusait de se laisser aller d'un doigt? Ces pensées me tourmentaient, oui, mais n'avaient pas la force d'un acte.
Ma décision s'est posée sur le concret. Les papiers. Si Patricia avait joué la comédie, les papiers la trahiraient. Si elle avait été honnête et qu'il y avait eu erreur médicale, les mêmes papiers montreraient les failles de la procédure. Quoi qu'il en soit, il fallait des témoins. Il fallait ouvrir un espace public où les documents parleraient. Pendant ces jours, je continuais de prendre le volant. Chaque transport était un rappel. La mort est souvent une répétition, un geste connu. Les familles me confient la tâche parce qu'elles croient en nos rituels. Elles nous donnent les dernières images de leurs disparus, et en échange, on refuse la violence des commentaires. Mais je commençais à comprendre que le rôle de témoin que j'endossais allait au-delà d'un seul corbillard. Je n'étais plus seulement le conducteur, j'étais celui qui verrait la vérité se former ou se dissimuler. Et je n'avais pas l'intention de rester spectateur. Une nuit, tard, j'ai repris la clé de l'atelier de Roberto. Le plan initial était simple. Fouiller sans briser, chercher ce qui pourrait confirmer ou infirmer mes soupçons. J'ai trouvé des carnets de factures, une boîte à chaussures pleine de reçus, un dossier plié dans un coin d'un tiroir. Des choses que nous, hommes d'atelier, conservons comme des reliques. À l'intérieur, sous un chiffon, il y avait un contrat ancien, une clause qui précisait la répartition d'un commerce, un nom barré et remplacé par un autre, et un tampon officiel. Ce document avait la trace d'une main qui avait corrigé, de manière presque négligente, un bénéficiaire. Et la correction n'était pas en faveur de la Nora. J'ai senti le monde basculer doucement. Ce n'était pas un tremblement spectaculaire, mais plutôt l'impression que le sol avait glissé sous mes pieds. Voilà la preuve que, si l'on met de l'ordre et que l'on attend le bon moment, la réalité finit par s'aligner. Je ne pouvais pas crier cela devant tout le monde. J'ai pris des copies, j'ai fait des scans discrets, j'ai remballé le dossier et l'ai placé dans la poche intérieure de ma veste. Je l'ai mise près de mon cœur, non pour la garder comme un trophée, mais pour m'en souvenir comme d'une boussole. La route que j'allais prendre n'allait pas être une charge de colère, mais un travail méthodique pour rendre visibles les choses que certains préféraient garder obscures. La veille de notre confrontation publique, j'ai invité Lucas à fermer l'atelier. Nous avons parlé longuement. Je lui ai expliqué en paroles simples ce que signifiait tenir sa place, ce que signifiait attendre. Je ne voulais pas qu'il se brûle sur l'idée d'une justice immédiate. La colère est une allumette, lui ai-je dit. Elle éclaire, puis elle s'éteint, et parfois elle brûle, ce qu'on voulait sauver. Il a souri à moitié, parce que la sagesse a parfois le goût de la difficulté. Je lui ai demandé de se préparer à être présent, à soutenir, à témoigner. Il est jeune, et il a la franchise des gens qui prennent le monde au mot. Je savais que Patricia n'accepterait pas de se laisser regarder sans réagir. Elle avait trop investi ses mouvements, trop misé sur l'apparence d'autorité. Elle tenterait des négociations de dernière minute, peut-être une offre, peut-être une proposition de partage qui sonnerait généreuse, mais qui cacherait une petite mort pour ceux qui restaient. J'étais prêt à écouter tout cela. Mon objectif n'était pas de réduire une personne à l'échec, mais de faire en sorte que, si elle voulait réparer, elle le fasse dans la lumière. La ville murmurait. Quelques voisins avaient commencé à poser des questions plus directes. D'autres continuaient à avaler la version qu'on leur servait. Le père João gardait sa neutralité pastorale. Jessica m'offrait des cafés plus souvent, comme si elle comprenait que la lutte pour la vérité se boit à petites gorgées. Le maître Silva a préparé une note, pas une menace, une simple mise en ordre chronologique des documents que j'avais. L'avocat savait que les grandes choses se gagnent par la persévérance et par une démonstration nette. La nuit avant le jour où j'allais rendre tout cela visible, je n'ai pas dormi. J'ai repassé les scènes, la main qui frissonne, le sourire de Patricia, la signature barrée, la copie anonyme laissée sous la porte. Ces images, mises bout à bout, formaient une intuition solide. J'avais choisi la stratégie de l'attente et de la parole publique, mais l'attente avait un prix. Pendant qu'on prépare, on est exposé à la rumeur, à l'opinion. On peut perdre des gens en chemin. J'ai pensé à Roberto et à son silence. J'ai pensé aussi au fait qu'un homme qui disparaît mérite plus que des arrangements rapides. Il mérite la vérité, même quand elle coûte. Quand, le matin venu, je suis allé chercher les témoins que nous avions invités discrètement, Lucas, Madame Conception, le propriétaire du café, et quelques voisins sceptiques. Maître Silva avait demandé la présence d'un notaire,
non pour enclencher une procédure judiciaire immédiate, mais pour certifier les papiers. L'idée était simple, exposer, en public et avec méthode, ce qui avait été caché. Montrer les documents, donner la parole aux faits, laisser la poussière retomber avec dignité. Je suis monté dans le corbillard pour m'habiller en tenue de travail, non pour donner une image officielle, mais parce que ce véhicule était la première scène où tout avait commencé. Les plaques noires brillaient à peine. Je posais le dossier scellé à l'arrière, comme on place un trésor sans l'ouvrir encore. Les témoins arrivèrent, doucement, sans fanfare, certains curieux, d'autres résignés. Il était étrange et beau de voir des gens ordinaires se transformer en tribunal de vérité. Et puis Patricia est arrivée. Elle portait un manteau clair comme si la clarté était une armure. Son regard cherchait, analysait, jaugeait. Elle n'a pas souri à ma vue. Elle a fait semblant de ne pas me voir, mais ses yeux ne trompant personne. Elle a essayé d'imposer le cadre. « On peut régler cela entre nous », a-t-elle dit d'un ton conciliant qui cachait l'arrière-pensée. Mais cette fois, je n'étais plus seul à tenir un secret. Les papiers étaient prêts à parler. C'est ici que je m'arrête, parce que la suite demande d'autres voix et d'autres témoins, et parce que la meilleure chose à faire dans une histoire où l'on révèle l'invisible est de permettre au silence d'avant de céder la place au murmure de la vérité qui se fait jour. J'avais les documents, j'avais des témoins, j'avais une stratégie. Le moment de décider comment exposer la preuve était arrivé, et avec lui, la certitude que la justice, si elle doit éduquer plutôt que seulement punir, doit se montrer sans hâte, mais sans indulgence. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite, la caisse où reposèrent les preuves. Je l'avais posée nerveusement sur la banquette arrière, à portée de main, comme on pose un manteau qu'on compte reprendre. Le soleil glaçait la vitre du corbillard, et sur le tissu sombre, le dossier semblait plus lourd qu'il ne l'était. Autour de moi, les gens murmuraient, cherchant une place, cherchant un sens. Certains regardèrent mes mains, peut-être pour y lire la même certitude que j'avais moi-même cherchée pendant des semaines. Maître Silva prit la parole en premier, sans cérémonie, d'une voix plate qui coupait la place comme un couteau qui a appris à ne pas s'émousser. Il posa les documents sur la petite table improvisée devant nous. Le notaire fit un signe, accepta de vérifier les tampons. Les témoins s'avancèrent, doucement. Lucas, le regard encore jeune mais décidé. Madame Conception, avec ses mains qui tiennent bien les courses et qui semblent aimer le monde comme on tient une tasse. Jessica, timide mais présente. Marcelo, à l'air de qui connaît les chiffres comme on connaît le dos de sa main. Je parlais peu. J'ai sorti la première copie, un acte de propriété avec une inscription claire. Le nom de Roberto gravé comme si la pierre connaissait mieux que nous la vérité. Puis j'ai posé une autre page, une modification, une rature, une correction à l'encre. Là, au milieu d'un tampon officiel, quelqu'un avait écrit un nom différent d'une main hésitante. Pas une signature forgée au coin d'un bureau, mais le changement proprement dit, comme si quelqu'un avait voulu corriger le fil du récit. Patricia détourna les yeux. Sa bouche se contracta comme une porte qui résiste. Puis elle prit la parole en mode contrôle, une mécanique que je connaissais. Diminuer la chose pour en diminuer la portée. Il doit y avoir une explication administrative, dit-elle. Peut-être une erreur. On peut régler cela calmement. Sa voix voulait la paix, mais ses doigts trahissaient l'urgence. Elle connaissait le prix d'une rumeur qui s'accroche. Maître Silva tendit la copie suivante. Une clause d'un contrat social. Un papier qui liait un atelier à un emplacement, un nom qui servait d'encre. Là, les dates correspondaient. Les témoins présents se penchèrent. Les tampons étaient lisibles, les initiales cohérentes. « Regardez », dit Maître Silva. Ce document a force en lui-même. Il explique la présence d'actifs et la manière dont ils devaient être distribués. Il ne surjouait pas. Il posait la simple évidence, ce qui est écrit, si authentifié, pèse plus que le plus fort discours. Un voisin murmura, « Mais qui a touché ces papiers ?» Personne ne sut répondre. L'assemblée piocha dans ses souvenirs et chacun reconstitua une scène différente. Une porte laissée ouverte, des cartons déplacés, des conversations à voix basse. Nous voyons maintenant la chose comme un ensemble. La main qui avait frissonné dans le cercueil, les papiers glissés, les signatures modifiées, le comportement de Patricia.
Le puzzle, jusqu'ici éclaté en morceaux, commençait à tenir. Patricia se leva. « Je refuse que l'on m'accuse devant tout le monde », dit-elle d'abord, sur un ton qui voulait être ferme. Elle argua qu'il y pouvait y avoir une simple confusion, que parfois les villes petites font des erreurs, que les notaires se trompent. Mais Maître Silva avait préparé les réponses. Il montra des copies certifiées, des comparaisons d'écriture, des dates qui ne laissaient pas de place à une erreur quelconque. Il n'invoqua pas la sanction. Il exposa la logique des faits. Les documents indiquaient clairement des attributions et des noms différents de ceux que Patricia présentait. Je vis sa façade se fissurer. Dans ce moment, on reconnaît la vraie texture des gens, ceux qui cèdent numériquement à l'évidence et ceux qui s'égarent en justification. Elle tenta de minimiser en évoquant l'intérêt qu'elle aurait eu à simplifier les choses, pour la famille. Mais personne n'applaudit cette générosité supposée. La famille ici était une ville, une collection d'histoires partagées, et on sentait qu'on tenait la suture d'une trahison. Un silence tomba, lourd. On entendait le vent passer sur les arbres, un son impossible à faire taire. Le prêtre, le père João, resta en retrait. Il ne prit pas parti, mais son visage portait la fatigue d'hommes qui ont vu la nature humaine avec ses meilleurs et ses pires habits. Puis enfin Patricia parla d'une voix plus humaine, comme si elle avait épuisé la stratégie. « J'ai peut-être été trop pressée, dit-elle, et le mot tomba comme un petit aveu. Ce n'était pas désolé encore, mais c'était un pas. Ce pas, je le mesurais avec prudence. Je connaissais la mécanique des regrets. Ils surviennent souvent quand la vérité arrive, et parfois ils ne valent pas grand-chose. J'ai laissé Maître Silva poser la question la plus simple. Peut-on organiser un inventaire complet en présence d'un officier public et procéder à la rectification administrative nécessaire? Patricia hésita, les mains tremblantes. Elle semblait calculer. Finalement, elle accepta. Pas avec joie, mais avec la conscience que son maintien de la position aurait été plus coûteux que l'aveu. Ce n'était pas la victoire. La victoire, je l'ai toujours pensée comme un rétablissement, pas comme un triomphe amer. Le notaire prit note des engagements. Inventaire, restitution, rectification notariale. Maître Silva expliqua humblement que cela ne signifiait pas une sentence judiciaire, mais que la vérité, si elle était établie, nécessiterait réparation. Quelques personnes applaudirent mollement, d'autres restèrent figées comme des pierres. Patricia quitta la place avec un manteau qui ne lui servait plus d'armure, mais plutôt de linceul social. Certains voisins qui l'avaient salué d'un sourire quelques jours plus tôt s'étaient détournés. Après la réunion, quelques hommes du quartier jetèrent des regards en coin. D'autres s'approchèrent, la curiosité prenant la place du jugement. Lucas me tint l'épaule, silencieux, comme pour dire « On l'a fait ». Mais je savais que la route ne s'arrêtait pas là. La reconnaissance d'une erreur publique n'efface pas tout. Il fallait relier les actes aux conséquences. Il fallait, en somme, transformer la honte possible de Patricia en opportunité de réparation, sans faire d'elle un bouc émissaire, mais sans non plus lui permettre de fuir. Les jours suivants furent d'un type particulier. La ville regardait. Les gens recommencèrent à parler entre eux, mais d'une façon différente, plus prudente, plus exigeante. Patricia prit un avocat. On lui conseilla évidemment de limiter le bruit. Une partie d'elle choisit la discrétion, une autre la construction d'une sortie honorable. Quelques voisins reçurent des offres de restitution, des meubles, des morceaux d'objets personnels qui, jusque-là, avaient été catalogués dans une vente potentielle. Mais la restitution matérielle ne suffisait pas. La confiance, une fois fissurée, demande davantage, une réparation publique. C'est alors que Patricia frappa à ma porte. Elle n'avait pas le regard fuyant du début, elle avait plutôt l'éclair d'une personne surprise par la charge de ce qu'elle avait mis en mouvement. Elle est entrée dans l'atelier comme on pénètre dans un espace intime, timide, un peu humiliée mais décidée. On n'était pas obligé de lui ouvrir, mais je l'ai fait. On ne répare pas les choses en les rejetant. On les répare en les regardant. Elle déposait des petites choses. Une clé, un carnet de reçus, une photo encadrée de Roberto qu'elle avait retrouvée dans un tiroir. Je veux réparer ce que j'ai pu briser, dit-elle, presque sans souffle.
Elle avoua qu'elle avait grandi dans un contexte où la réussite se mesurait au bien, et que l'opportunité lui avait paru une façon de prendre enfin son pied sur l'échelle sociale. Elle ne chercha pas à excuser ses actes. Elle traça son propre tableau. Peur de manquer, volonté de consolider sa position, des décisions prises trop vite. Je l'écoutais comme on écoute quelqu'un avouer une maladresse humaine. Je lui proposais ce que je pensais être juste, reconnaître devant la communauté ce qui s'était passé, participer à l'inventaire public des biens, aider à restituer ce qui devait l'être, et surtout, s'engager à apprendre. J'ai demandé une chose simple mais fondamentale, qu'elle se mette à nul autre rôle que celui qu'elle était prête à assumer désormais, ni victime ni bourreau, mais quelqu'un qui répare. Elle accepta. Elle pleura peu. Elle se contenta de tenir sa promesse. C'était un petit changement peut-être, mais essentiel. Quand la rectification administrative eut lieu, on vint à la mairie, calme. Le notaire certifia les documents, et certains voisins présents reconnurent que la vérité, mise en lumière, avait le pouvoir de défaire les mensonges. Patricia signa. Des corrections furent officiellement attestées. Les résultats n'effacèrent pas l'humiliation initiale. On la voyait moins dans le bureau du commerce. On l'entendait moins dans les discussions du marché. Mais l'important n'était pas la réinsertion immédiate dans la société. C'était la possibilité d'une réparation authentique. Il y eut des conséquences professionnelles. Des clients d'une agence dont elle était affiliée hésitèrent. Une collègue se retira des projets qu'elles avaient en commun. On pourrait parler ici de sanctions sociales, et ce serait exact. La sanction d'une communauté qui refuse la tricherie, qui veut protéger la mémoire d'un voisin. Mais il y eut aussi une offre. Quelques-uns proposèrent à Patricia de participer à des réunions de médiation, à des ateliers de gestion patrimoniale, pour qu'elle comprenne mieux les mécanismes administratifs qu'elle avait superficiellement manipulés. L'ironie était douce. Celui qui voulait s'approprier la propriété se retrouva convié à des réunions pour apprendre à en respecter les règles. Je me persuadais que la meilleure chose que je pouvais faire à présent était d'ouvrir une porte plutôt qu'un jugement permanent. J'ouvris ma propre pour un projet plus large, un atelier de partage des connaissances. J'avais dans l'idée une école modeste où l'on enseignerait non seulement le métier, mais la manière d'honorer ce que l'on reçoit. Lucas devait y tenir une place. Je voulais que le nom de Roberto reste associé à ce lieu, pas comme un monument de pierre mais comme un acte vivant, un petit espace où l'on apprend à réparer la mécanique et, surtout, la dignité humaine. Le projet prit forme lentement. On rangea les outils, on nettoya l'ancien établi, et on peignit le mur d'un blanc qui avait la vérité d'une page prête à être écrite. Lucas devint, dans ces mois, la voix de la relève. Il accueillait des jeunes qui voulaient apprendre à tenir une clé, à comprendre un moteur, à connaître la valeur d'un travail honnête. On y racontait les histoires de ceux qui nous avaient précédés, non pour en faire des idoles, mais pour en tirer des leçons. Roberto devint une référence, l'homme qui gardait ses factures, l'homme qui comprenait que la main doit rester ouverte pour donner autant qu'elle a reçu. Patricia vint plusieurs fois. Au début, elle apportait des cafés. Plus tard, elle apporta des dossiers pour organiser des séances sur la gestion des biens. Elle tenait sa place comme on tient un instrument fragile. La communauté la regarda. Certains la pardonnèrent vite, d'autres prirent plus de temps. Elle accepta fréquemment les conditions que nous posions. Reconnaissance publique de ses erreurs, participation à la réparation matérielle et un travail social auprès des familles vulnérables. Le pardon fut là, mais il fut payé au prix de l'effort. Dans tout cela, il y avait une leçon pour moi plus personnelle. J'avais cru longtemps que la vérité devait frapper comme un coup de tonnerre. Mais la vérité, souvent, se gagne à coups de petites lumières. Un papier trouvé, une signature comparée, la persévérance d'un jeune qui balaie l'atelier. Ce n'est pas la fureur qui redresse le tort, c'est la patience qui le rend visible. J'ai compris que la force sereine n'est pas la passivité. Elle est une discipline. Savoir attendre, savoir assembler, savoir appeler les témoins. On m'avait traité comme un homme du devoir banal, un chauffeur de corbillard, mais j'avais gardé la faculté d'observer, et cela fut la première pierre d'une justice. Le lendemain où tout commença à s'apaiser, je repris le volant pour un autre transport. Le monde continuait de tourner. Il y eut des enterrements sans drame, des parents qui pleuraient avec dignité,
J'ai senti cependant que quelque chose avait changé dans la manière dont les gens me regardaient. Ce n'était pas seulement la reconnaissance d'un acte accompli, c'était la possibilité d'un rôle social accru, celui de témoin qui veille. Je n'avais pas cherché la reconnaissance. Je l'ai reçue comme une conséquence naturelle d'avoir tenu ma place. Avec le temps, des choses plus douces se produisirent. Des voisins organisèrent un petit comité pour célébrer la mémoire de Roberto. Pas une fête mais une rencontre où l'on parlait de transmission. On grava une plaque modeste près de l'atelier. Ici on apprend à réparer et à respecter. Ce n'était pas pour moi une consécration vaniteuse. C'était un rappel que les gestes quotidiens peuvent durablement influer sur la vie commune. Lucas prit davantage de responsabilités. Je lui transmis non seulement des gestes techniques, mais aussi un code. Ne pas céder à la facilité d'une solution rapide, savoir tenir sa langue pour mieux écouter, et surtout, sauvegarder les papiers. J'étais spectateur et mentor à la fois. Voir un jeune devenir un adulte responsable est une des satisfactions les plus pures. Il me faisait parfois penser à Roberto. La même curiosité pour un moteur, la même patience pour une tâche longue. Quant à Patricia, sa route fut plus lente. Elle reçut parfois des regards hostiles au marché, et il fallut du temps avant que les clients reprennent un peu confiance. Mais elle tenait, et cela était déjà une victoire. Elle organisa une petite foire de quartier pour expliquer humblement comment éviter les erreurs de succession. Elle fut l'épineuse, celle qui avait appris à ses dépens. Son engagement en fit une alliée peu à peu et la communauté, fidèle à elle-même, trouva une façon de l'utiliser pour prévenir d'autres erreurs. Je veux insister sur une chose importante. Je n'étais pas animé par l'idée d'humilier. J'ai agi pour protéger la mémoire d'un homme qui n'était plus là pour parler. Ce respect ne s'achète pas en argent. Il se paie en rigueur et en fidélité aux actes. Le corbillard pour moi n'était pas seulement un véhicule. C'était un coffre de révérence. Un lieu où la dignité doit être protégée, même contre ceux qui la menacent. Transporter un mort qui n'était peut-être pas mort me fit poser des questions. Mais c'est en laissant la preuve faire son travail que l'on restaure l'ordre. Parfois, je pense encore à la main qui a frissonné. Était-ce un signe d'une dernière résistance? Était-ce un spasme du corps? Je sais que je pourrais demander une réponse médicale, mais je préfère ne pas réduire cette image à une explication technique. Pour moi, ce frisson fut la première étincelle d'un fil de vérité que j'ai eu la chance de tirer, et en tirant ce fil, j'ai appris l'importance des papiers, de l'attention, et de la manière dont une communauté peut se réparer. Le temps soigne les choses, mais il ne les oublie pas. Les gens changent de regard mais gardent une mémoire. Nous avons réappris à respecter le passé, non comme un fardeau, mais comme un terrain fertile pour la suite. Je veux croire que la prochaine génération comprendra que la dignité ne se donne pas par l'apparence mais par l'action. Rendre, reconnaître, enseigner. Il y eut aussi naturellement des moments de doute. Des amis m'ont demandé si j'avais bien fait de ne pas parler plus tôt au salon funéraire, d'interrompre le service pour poser une question qui aurait pu tout bouleverser. J'ai déjà répondu. J'ai préféré la méthode. La confrontation frontale aurait pu enflammer la ville et effacer la possibilité d'un retour pour Patricia. Je voulais que la vérité pût être vue et pesée, et pour cela il fallait des témoins, des documents et un projet de réparation. Cela s'est fait ainsi. Dans les années qui suivirent, le petit atelier devint un lieu hybride. Réparation mécanique le matin, enseignement et médiation l'après-midi. On y apprenait à lire un acte, à comprendre une facture, à écrire une procuration simple. Le monde a besoin de gestes concrets, savoir signer, conserver, transmettre. Nous avons aussi établi une petite permanence où l'on aidait les personnes âgées à organiser leurs papiers. Ce fut peut-être la meilleure réponse à l'ensemble de l'histoire. Prendre le problème à sa racine et le transformer en prévention. Je me consacre aujourd'hui à une tâche plus tranquille, veiller sur ce qui doit l'être, transmettre et retenir la colère quand elle surgit. J'avoue qu'il m'arrive de penser à la main dans le cercueil, parfois comme on pense à une blessure guérie et parfois comme on pense à une cicatrice qu'on porte avec fierté. La vérité a un coût. J'ai payé le mien en nuit courte et en regard durci. Mais elle m'a aussi donné le cadeau de voir la vie reprendre ses droits, de voir des personnes comprendre et changer. Il reste sans doute des gens qui se demandent encore si j'ai fait le bon choix. Je leur réponds par une image que j'aime,
Lorsqu'on conduit un corbillard, on tient un véhicule chargé d'histoire. On doit en prendre soin, non seulement pour les morts, mais pour ceux qui restent. Parfois, cela implique de soulever un couvercle et d'écouter. Parfois, cela implique d'ouvrir un tiroir et de lire des signatures. Et parfois, cela implique de tendre la main à la personne qui a fauté et l'accompagner pour qu'elle apprenne à faire autrement. Si vous avez traversé quelque chose de similaire, être sous-estimé, voir un héritage tourner en bataille d'apparence, ou sentir que la vérité dort dans des papiers oubliés, partagez-le dans les commentaires. Parlez d'où vous regardez et de ce que vous avez fait. Ces récits nous apprennent à être meilleurs voisins. Abonnez-vous pour d'autres histoires vraies, où la patience et la vérité finissent par trouver leur place. Je referme ces mots comme on remet une clé à sa place. J'ai à présent un apprenti qui me dépasse par moments, une communauté qui apprend à mieux organiser ses biens, et une femme qui a accepté la leçon qu'elle a semée. Rien n'est parfait, rien n'est expédié en un acte. Le pardon ici ne fut ni gratuit ni total. Il fut travaillé, remis en chantier comme une vieille voiture qu'on restaure pièce après pièce. C'est peut-être la meilleure façon de dire qu'on ne cherche pas la vengeance. On cherche la réparation. Et quand la nuit tombe, et que le corbillard sommeille dans son garage, je repense parfois à ce matin où j'ai serré une main censée être sans vie. À ce petit frisson qui m'a arrêté et qui m'a mis sur un chemin. J'ai appris que le courage n'est pas toujours un cri. Parfois, il est un doigt qui garde la preuve. Le monde peut être dur pour ceux qui tiennent leur place avec silence. Mais si vous gardez la patience et les papiers, la vérité finit par faire le tour et se poser comme une chose juste. La vie continue, avec ses virages et ses petits ponts. À celui qui prendra un jour le volant après moi, je dirai ceci. Garde tes mains propres, tes yeux ouverts, et ne sous-estime jamais une main qui tremble. Elle peut indiquer la route,